Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de démarrer un peu une nouvelle série en réponse à différentes questions que je reçois. Enfin en réalité différentes questions, oui je reçois beaucoup de questions différentes, mais celle-ci particulièrement est une des questions qui revient assez fréquemment et qui se présente de manière multiple. Parmi les questions que je reçois, souvent j'entends quel tarot faut-il choisir? Ou encore, est-ce que tous les tarots se valent? Quel est le meilleur? Quel est celui qui est le plus pertinent? Celui qui fonctionne le mieux? Et évidemment, ça dérive sur est-ce que l'on peut interpréter tous les tarots de la même manière? Et évidemment, du coup, pour les personnes qui sont déjà un petit peu plus informées au niveau du tarot, on a des questions plus pointues qui apparaissent du style est-ce que les tarots de Marseille sont mieux que les tarots Rider-Waite qui sont le style anglo-saxon ou inversement est-ce que les Riders sont mieux que ceux de Marseille? Quelle est la différence entre les deux? Comment peut-on passer de l'un à l'autre? Voilà beaucoup d'interrogations qui sont toujours en rapport avec la nature même du tarot et la manière dont on l'utilise. Et j'avais envie de faire un petit point là-dessus parce qu'en réalité, moi, je constate qu'il y a beaucoup d'amalgames et que on imagine encore aujourd'hui, certainement par héritage de l'intérêt psychanalytique pour le tarot, que le tarot n'est encore une fois qu'un ensemble d'archétypes et que du coup, quelle que soit l'image présente sur la carte, tous les tarots vont s'interpréter toujours de la même manière, toutes les cartes, quel que soit le style de jeu, quelle que soit la tradition, la culture dont elle est issue, s'interprétera toujours de la même manière, comme une espèce de on va dire de sens unilatéral, qu'importe ce que l'on va représenter sur la carte, on peut l'appeler Tartampion va faire des courses, si ça représente tel ou tel personnage et qu'on fait une analogie avec les autres, enfin ces mêmes personnages des autres tarots, on se dit ça doit s'interpréter pareil. Et bah non. Alors ça c'est la grande nouvelle, c'est ce qui donne toujours du grain à moudre aux personnes qui ont envie de faire de la nouvelle expérimentation et des nouvelles découvertes sur les jeux qui peuvent se trouver dans le commerce, puisque tous les jeux ne se valent pas. Il n'y en a pas un supérieur à un autre, c'est juste que tous sont différents et tous nécessitent d'avoir un apprentissage et un usage adapté au style de jeu. Alors évidemment, lorsque l'on tire les cartes, peu de personnes se posent vraiment la question de savoir précisément comment ça fonctionne, ou du moins la question on se la pose, mais on va pas forcément aller chercher les réponses, on se pose la question pour la forme et puis basta, après on tire nos cartes tranquillement. Lorsque l'on va tirer nos cartes, évidemment, on a un très grand intérêt à porter à l'image, puisque c'est ça le fondement d'une carte. Le fondement d'une carte, c'est quand même une image que ce soit le dessin, mais une image que ce soit les couleurs, ou une image encore, le nom. Le nom, certes, il y a quelque chose d'auditif lorsque l'on prononce le nom, mais le nom est toujours écrit, au même titre que le chiffre, on donne un sens au chiffre, mais le chiffre ne reste que de l'écrit, donc en réalité notre support de tarot c'est un support image, et cette image-là, évidemment si elle change, le sens qu'on lui donne, évidemment, va également changer. Il ne peut pas rester figé. On ne peut pas prendre deux éléments qui n'ont rien à voir et dire c'est la même chose. Ça n'est pas possible. Si moi je vous dis R-O-U-G-E, vous entendez dans votre tête les lettres et vous les remettez dans le sens et pour vous ça veut dire rouge. Si quelqu'un vous dit ah ouais R-O-U-G-E, ouais c'est jaune, ma couleur préférée, là on va se dire à mon avis Coco, je pense qu'il y a un petit problème. On va devoir quand même essayer de revoir les choses depuis le début. Et là en fait ça va être le même principe. Donc moi du coup je vous propose simplement en fait qu'on fasse un peu de découverte ensemble et qu'on aille voir ce que ça donne selon différents tarots. Alors attention, j'ai ressorti les cadavres du placard, comme quoi tout arrive, puisque donc je vais utiliser quatre jeux, je vais vous présenter les cartes avec quatre jeux différents, deux de type Marseille et deux de tradition anglo-saxonne, c'est-à-dire le type Rider-Waite-Smith. Alors le type Rider-Waite-Smith est évidemment postérieur au tarot de Marseille, qui est beaucoup plus ancien que le Rider-Waite, que la tradition anglo-saxonne, même si en réalité, si j'avais voulu bien faire le travail, j'aurais pris deux jeux de tarot de Marseille de types différents, c'est-à-dire que le tarot de Marseille existe en deux types, type 1 et type 2. Si vous prenez les très vieux jeux de type Dodal, Noblet ou Vieville, ce sont des tarots de Marseille de type 1. Là, on est sur du Convert et du Grimaud, qui sont donc du type 2. Mais comme c'est évidemment les plus fréquemment utilisés et que parmi les questions que je reçois, les gens sont très fréquemment basés sur ces jeux-là, ou en tout cas sur des jeux de cet archétype, voilà, je préférais partir sur ces modèles-là. Et dans les modèles anglo-saxons, donc j'ai choisi le Rider-Waite-Smith
version Radiant, c'est-à-dire que c'est une version très respectueuse du Rider-Waite traditionnel, sauf que les couleurs en réalité ont été un peu vivifiées, histoire de lui redonner un peu de peps et un peu de gueule, parce que mine de rien, le Rider-Waite est peut-être sympa, mais il commence à quand même à devenir un petit peu vieillot, donc c'était nécessaire de le dépoussiérer un chouïa. Et donc la deuxième version que j'utilise est une version que je vous ai déjà présentée dans un test, c'est la version c'est la version du Rider-Waite en quelque sorte, qui s'appelle le tarot classique, qui a été faite par Barbara Moore pour le livret et illustré par Eugene Smith. Et donc voilà, je voulais vous présenter ces quatre types-là. On va simplement, en fait, de manière très basique, essayer de voir de quelle manière est-ce qu'on peut trouver des différences dans les jeux. Et on va voir que, du coup, on peut trouver des choses parfois assez subtiles et qui peuvent réellement changer le sens d'une carte. Alors on va commencer par cette carte-là, la carte du mât. Et on va vraiment diviser les deux traditions, le type Tarot de Marseille et le type Rider-Waite, et on va voir les grosses différences entre les deux, et de temps en temps on va voir que même entre deux versions d'un même type, on a encore une fois quelques subtilités. Alors ce que l'on retrouve dans la carte du mât, dans le type Marseille, on retrouve un homme qui progresse sur un chemin, tantôt jaune, tantôt bleu, alors évidemment le tarot de Marseille de Paul Marteau, édité chez Grimaud, se dit ancien tarot de Marseille. En fait, on peut faire ça même avec très large guillemets, parce qu'il n'a d'ancien que le style qui est en fait parfaitement épouvantable, puisqu'en réalité c'est une post-reproduction d'un tarot de Marseille issu des moules en bois de poirier utilisés pour la version du Camoin bicentenaire qui était déjà d'une qualité relativement discutable. Donc on va voir qu'on a perdu énormément de détails, que la finesse du trait est complètement absente, ça a été refait au feutre, au stylo, enfin c'est épouvantable, sauf que, et évidemment, les couleurs, on en parle, les couleurs, parce que les couleurs ne respectent absolument pas le style du tarot de Marseille, mais il s'est vendu comme tel, et aujourd'hui c'est un jeu très fréquemment utilisé, même par beaucoup de nouveaux tarologues qui aujourd'hui encore l'achètent, parce qu'ils écoutent souvent les vendeurs en boutique ésotérique qui malheureusement sont des vendeurs et ne sont pas des spécialistes. Et ça se sent en réalité assez vite que ce ne sont pas des spécialistes, puisqu'on le vend comme étant le jeu parfait, le jeu facile, le jeu le plus adapté. Il n'en est rien. On va voir qu'on manque d'énormément de détails. Donc, voyons déjà en tout cas ce premier style. On a un personnage qui marche, qui part droit devant lui et qui regarde un peu au ciel en progressant sur son chemin. Dans les versions anglo-saxonnes, les versions Rider-Waite, on voit un homme qui ne progresse pas réellement sur son chemin. On voit qu'il est en marche, il a un pied en l'air alors que là les deux sont au sol, donc on a quand même quelque chose de plus assis. Là, on a quand même un pied en l'air et on s'approche quand même d'une falaise. On est au bord d'une falaise et on est à deux doigts de tomber. Et on va voir que du coup, ce personnage-là est nommé le mat ou le mat. On peut sonoriser le T de fin. Euh, alors on a encore des doutes sur l'étymologie précise. On le rapproche évidemment de matto en italien, qui peut vouloir dire le fou par rapport à l'étymologie qui veut dire le sac vide, c'est-à-dire la tête vide, mais aussi de matto pour parler du tapis, le maté, quand on dit échec et mat, c'est-à-dire qu'on l'a mis au tapis, on l'a terrassé, d'où l'idée que on retrouve par exemple dans le jeu d'échecs, échec et mat, c'est échec mat, c'est le roi est mort. Donc on pourrait retrouver ça aussi, mais donc on a quand même l'idée de folie. Et là on va retrouver le nom par contre qui sera véritablement le fou, the fool. On notera au passage que dans le tarot de Marseille, nous avons conservé un cartouche, mais un cartouche vide, puisque le mât n'est pas numéroté. Et ça, c'est important. Le mât n'a pas de numéro. Il n'est pas dans la course des cartes. Il est en dehors. Tandis que dans la tradition anglo-saxonne, il a été décidé de manière purement arbitraire de lui coller un 0. Alors, entendons-nous bien, il est tout aussi grotesque de lui coller 0 que de lui coller 22, que de lui coller racine carrée de B'72. Le mât n'a pas de numéro, point. On respecte le fait qu'il n'ait pas de numéro. C'est pour ça que on ne peut pas dire d'un jeu anglo-saxon qu'il respecte la tradition des tarots de Marseille, puisque ça n'est pas le cas. Ça reste un tarot globalement dans sa structure, mais ça n'est pas un tarot de Marseille. De fait, en tout cas, on va retrouver le mât qui, comme il n'a pas de numéro, est un peu une espèce de vagabond. Alors que là, comme on le colle en 0, on va plutôt avoir tendance à l'avoir en début. Ça va être une initiation, ça va être celui qui commence. Alors que dans le tarot de Marseille, celui qui commence, ça va vraiment être le premier. Et le premier, c'est le battleur, et c'est celui que l'on verra plus tard.
Ce qu'on va voir également ici, c'est qu'on a une espèce d'animal qui ressemble à un chien qui pousse le mât. Il pousse avec ses pattes, il pousse au niveau des fesses, des cuisses et du bassin. Au niveau du bassin, évidemment, d'un point de vue symbolique, c'est beaucoup le domaine de la pulsion et ça tombe bien puisque l'on retrouve justement un animal à cet endroit-là. Donc ça peut représenter la libido qui n'est pas uniquement en rapport avec la sexualité, mais simplement le fait de la libido, c'est se diriger naturellement vers ce qui nous procure du plaisir. Et donc là, on va voir une espèce d'animal qui pousse justement au niveau du bassin pour inviter l'individu à aller se diriger vers ce qui éventuellement lui donne du plaisir. Alors que là, pas du tout, le chien ne pousse pas, le chien lui court après, sautille un peu, gambade un peu genre Milou et Tintin, et voilà, il ne l'empêche pas, il ne le pousse pas, il gambade simplement avec un peu de manière foufou et ne regarde pas non plus le sol et donc ne voit pas ce qui est en train de se passer. Donc là, on n'est plus du tout dans le domaine de la pulsion, on n'est plus du tout dans l'idée d'avoir un élan, on est encore une fois dans l'idée d'être déconnecté du sol, d'être déconnecté de la réalité. Et si on avance un petit peu, on remarque que le mât possède un bâton. Essayez de visualiser le mât comme un aveugle. Un aveugle ne voit pas, il a souvent, oui évidemment il ne voit pas, il a souvent le regard au ciel, la tête légèrement en l'air, comme là aussi, et il possède un bâton pour tâter le sol, pour se repérer, et il a souvent un chien avec lui pour le guider. On retrouve tout ça ici, donc on a l'idée effectivement d'être guidé, d'être mené, d'être dirigé par quelqu'un ou quelque chose, et de pouvoir vérifier ce qui se passe au sol. Donc on n'est pas réellement dans un concept de folie, on est dans un concept quand même d'avancer, d'évoluer, de progresser quelque part, sans forcément trop regarder ce qui se passe à terre, mais on n'est pas non plus entièrement déconnecté de la réalité. On a les deux pieds au sol. Là, on n'a qu'un seul pied au sol. On n'a pas le bâton qui tâte le sol. Donc on ne sait pas du tout où on va et le chien n'est même pas en train de nous guider. Il est presque dans une forme de jeu. Donc là, on va vraiment être dans une notion d'être déconnecté, d'être dans une espèce de folie. Et on voit vraiment le regard là qui est complètement projeté vers le ciel. Alors ici, dans cette version, le regard est complètement fermé. Là, on a le regard légèrement ouvert et tourné vers le ciel. Mais on a quand même cette subtilité-là qui, du coup, est importante à prendre en compte. Même au niveau du décor, maintenant, lorsqu'on utilise les cartes, par exemple, pour voir le décor, ici, on va voir un paysage un peu montagneux. Là, pas du tout. On est sur quelque chose d'un peu vallonneux. Éventuellement, sur les tarots les plus anciens, où le sol était de couleur bleue, on peut voir l'idée de s'immerger, le fait d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, si on a l'idée, par exemple, de partir en vacances ou autre, et d'aller à la plage, bord de mer, ça peut être intéressant. Là, ici, on aura uniquement un cadre montagnard. On pourrait retrouver le cadre montagnard ici parce qu'on a les bâtons, on peut se dire c'est de la randonnée, c'est de la marche, on peut faire de la randonnée ailleurs qu'en forêt. Mais du coup, voilà, cette subtilité-là, elle sera importante à prendre en considération quand on va interpréter le jeu, parce qu'on ne pourra pas lui donner évidemment le même sens. Voilà à peu près globalement en tout cas pour le personnage d'Uma. Alors évidemment on a d'autres choses qui apparaissent qui sont par exemple simplement des différences de couleurs, ce qui est assez évident. On a des différences de posture puisque là on se dirige vers en tout cas ce qu'on détermine de manière un peu arbitraire comme étant l'avenir. Là on le détermine comme étant davantage le passé. Voilà, ça c'est un choix un peu esthétique et artistique. Rien ne prédéfinit réellement le fait que ça soit dans ce sens-là que ça se fasse, mais qu'importe. Et donc après, quand on regarde effectivement les cartes d'une même version, on pourrait très bien interpréter les différences de couleurs. Ici, on a beaucoup de vert et beaucoup de violet. Là, on a davantage une dominance d'indigo et de jaune. Donc si on veut travailler avec le sens des couleurs, ça va changer. Pareil ici, les couleurs sont encore une fois extrêmement différentes, mais même au niveau des détails, on va avoir des subtilités. Lorsque l'on regarde là ici, on voit des petites boules, mais ça n'est pas très clair. Ici, c'est pareil au niveau de la ceinture, ça n'est pas très clair. Sur les versions les plus anciennes, on distingue réellement le fait d'avoir des grelots. Donc on va avoir l'idée évidemment d'avoir un itinérant, quelqu'un qui est sur le chemin, mais aussi l'idée d'être un peu artiste de foire, un peu saltimbanque, un peu bohème, le fait de se balader pour aller faire de la musique de ville en ville. Donc ça, encore une fois, c'est une interprétation qu'on va pouvoir retrouver et qu'on va pouvoir ajouter et qui ne va pas exister selon les versions. Et c'est pour ça que là, pour le coup, on va véritablement voir l'importance de pouvoir se fixer sur une version et de l'interpréter telle qu'elle est et non pas tel qu'un autre tarot se trouve et est décrit parce que ça n'aura rien à voir. Donc voilà pour cette carte-là, pour le personnage d'Uma, et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine carte.